Dans les moments les plus tendus, quand il y a des vies en jeu, quand un homme armé menace de tout faire sauter, il faut ce mec. Ce mec, c'est Nicolas Chantreau. Nicolas, il a été formé au sein des forces spéciales. Il a négocié là où un mot de travers peut tout faire basculer. Le silence, c'est la plus grosse arme. C'est à manier avec difficulté, mais Ouais. même quand on le fait, on n'est pas à l'aise. Personne n'aime le silence. Mais c'est la plus grosse arme en négociation. Aujourd'hui, il forme les chefs d'entreprise, des commerciaux et des DRH. Parce que négocier un contrat, négocier un salaire, négocier avec un salarié qui veut partir, c'est exactement les mêmes mécanismes. Nicolas, il va nous donner les techniques des forces spéciales pour mieux négocier dans le business et dans la vie de tous les jours. Je suis vraiment content de pouvoir échanger sur cette thématique de la négociation en entreprise. On va vraiment balayer toutes les négociations, que ce soit négociation de crise, que ce soit négociation RH, négociation de vente. On va faire le tour de tout ça. Tu connais parfaitement ces métiers, tu connais parfaitement ces enjeux. Et pour traîner dans le milieu entrepreneurial depuis des années, je me rends compte que c'est vraiment un truc qu'on ne sait pas faire en France par rapport aux US et par rapport à plein d'endroits dans la planète. Donc tu nous donneras des tips pour mieux négocier, parce que la vie entière, on en parlait, c'est négocier. Et tu vas nous expliquer à quel point. Tu viens des forces spéciales, tu as travaillé de nombreuses années dans ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton parcours et ce que c'est les forces spéciales, s'il te plaît, Nicolas? Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Moi, je viens du monde de la gendarmerie, où j'étais négociateur. Bien évidemment, hein, vous vous doutez, si vous pensez avoir des clients difficiles, sachez que moi, je pouvais en avoir des pénibles, hein, pour le coup. Aujourd'hui, je suis directeur du pôle négo pour une société qui s'appelle TTA, The Trusted Agency. TTA, c'est une société un peu particulière puisqu'elle est composée principalement de négociateurs issus des forces spéciales, qui soient du RAID, de la BRI, du GIGN ou des services secrets. Et nous avons fait ensemble, sous la forme d'un protocole qui s'appelle Hermione, une aide pour le monde de l'entreprise, de façon à mieux structurer sa négociation. Comment on en arrive là? Comment on arrive à devenir négociateur? C'est quoi le process? C'est quoi les écoles? Il n'y a pas d'école pour devenir négociateur. On rentre soit par la police ou la gendarmerie, et ensuite on passe un concours, une formation de négociation. C'est une appétence psychologique plutôt, de relation et d'écoute surtout. Et toi, comment tu t'es rendu compte que tu avais cette appétence-là? Parce que c'était dès le collège, dès le lycée, c'est plus tard dans ta vie perso. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas une conseillère d'orientation en troisième qui a eu sur sa feuille négociateur professionnel. Je pense que c'est le métier qui te choisit plutôt que tu choisisses ce métier-là. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas forcément des gens très très jeunes. On retrouve des gens avec de l'expérience, de l'écoute, peut-être du vécu aussi par rapport à ça. Tu nous raconteras quelques anecdotes à ce sujet, mais aujourd'hui, tu peux en parler. À l'époque où tu faisais ce métier, tu pouvais peut-être pas en parler. Tu disais quoi au quotidien à ta famille, à ta femme, à tes enfants, Oh, à mes tes enfants, amis? ils ont toujours su que j'étais négociateur, ma femme Ok. aussi. Après, on essaye d'éviter de raconter trop les choses, mais ça fait partie du secret professionnel. Dans chaque entreprise, on retrouve ça. Et quand tu vas dans le quotidien pour se projeter un peu sur, je sais pas, des brocantes, des supermarchés et tout, est-ce que tu négocies tout le temps? Est-ce que c'est ton terrain de chasse favori? Tout le monde négocie tout le temps. Ouais. Je trouve que en marchandage, parce que je vais utiliser ce terme-là, ma femme est meilleure, par exemple, dans les brocantes. Ok. La négociation, il faut la défaire du marchandage, qu'on voit naturellement baisser que le prix, d'avoir qu'un seul axe de négociation. Je pourrais m'y intéresser, c'est quelque chose où je suis pas forcément mon terrain de jeu favori, pour le coup. Donc t'es pas encore trop dans la déformation professionnelle Non, tout pas le temps, du tout. quoi. Quand ta femme elle te dit faut qu'on parle, tu te dis pas j'enclenche le mode négociateur directement, quoi. Malheureusement, si, un peu quand même. Quand même, ouais. Malheureusement, si, un peu quand même. Je fais souvent ce rapport, hein, quand vous savez un peu lire les autres, un peu lire les émotions. On ne peut pas s'empêcher de savoir lire. Quand vous ouvrez votre frigo et qu'il y a une bouteille de lait, vous savez que c'est du lait. En négociation, on retrouve aussi des mécanismes. Il faut faire attention avec les gens avec qui on vit, de façon à ce que ça ne soit pas non plus trop pénible pour eux Ouais. au C'est quotidien. un peu quand t'es un sorcier dans le monde des Oui, moldus, alors c'est pas un sorcier, hein, c'est plutôt, je trouve, c'est une méta-compétence, hein, la négociation. On s'en sert aujourd'hui tous les jours. Je trouve que les enfants, d'ailleurs, sont les meilleurs négociateurs du monde, je le dis, hein, entre 3 et 5 ans. Moi, j'ai 4 enfants et j'ai des fois préféré les clients que j'avais à mes enfants le soir, parce que c'est bien plus compliqué. Du fait qu'on ait une émotion, forcément, qu'on les aime. C'est quelque chose de très dur par rapport à ça. Tu nous donneras justement quelques éléments. On parlera de micro-expression, peut-être de programmation neurolinguistique, peut-être de méthode Harvard. Quand on parle de négociation, il y a beaucoup de gens qui nous sortent de l'entrepreneuriat la méthode Harvard. On verra si c'est la bonne et comment s'en servir. Avant ça, pour avoir un peu, justement, comprendre davantage un peu qui tu es, est-ce que tu peux nous parler d'une gestion de crise que tu as eu vraiment à gérer dans ton métier et qui t'a marqué et pourquoi elle t'a marqué? Les gestions de crise,
qui te marquent sont pas forcément les plus dures. C'est plutôt celles qui viennent taper les émotions. Sur un suicidaire, par exemple, j'ai eu une fois un enfant qui m'a dit: c'est toi qui vas sauver mon papa. Il est rentré dans cette bulle qu'on a au départ. On l'avait pas vu venir. Et cette interaction que j'ai eue, que j'aurais pas dû avoir, m'a provoqué une émotion trop forte pour la gérer. C'est-à-dire une envie de trop réussir, même si on a toujours envie de réussir, mais en tout cas une pression suffisante. Moi, quand j'ai comme ça une peur, parce que c'est de la peur pour le coup, j'ai toujours une goutte d'eau qui vient couler le long de ma colonne vertébrale, je la repère assez vite de cette façon-là. Et c'est à ce moment-là que tu sais que ce sera plus dur que les autres? C'est à ce moment-là qu'on sait qu'il faut laisser la main, pour le coup, parce qu'on ne sera peut-être pas en bonne interaction avec l'individu. Tu as déjà foiré justement une négociation? Sans doute. J'ai déjà très mal négocié et réussi à sortir l'individu. J'ai des fois très bien négocié et pas réussi à sortir l'individu. Et ça se passe un peu comme dans les films, c'est-à-dire vous recevez un appel, et puis ensuite, du coup, en fonction de la menace sur place, on cherche un négociateur, on t'appelle, on te brief, et puis tu es avec le téléphone de l'autre côté de la porte, en visu, pas en visu, tu essaies de comprendre Oui, ce qui se bien passe. souvent, c'est au Ouais. téléphone. On a toujours des forces de l'ordre sur place pour notre protection, qui assurent. Le but du jeu, c'est de faire que la situation s'apaise. Le vrai métier d'un négociateur, c'est d'apaiser la situation. Pas forcément de faire sortir l'individu, au moins d'apaiser la situation et de faire en sorte que ses collègues forces de l'ordre ne soient pas blessés. Je pense que c'est ça aussi qui est essentiel. Est-ce qu'il y a un mot qu'on n'utilise jamais en négociation? Moi, j'utilisais jamais je vous comprends. Ok. Parce que c'est pas vrai déjà. On imagine, tu as une maladie grave, tu es sur le toit d'un immeuble et je te dis je te comprends. Quelle est la première réponse que tu vas me donner? Non. Voilà. Ça paraît difficile comme ça. J'essayais d'éviter je vous comprends. J'essayais de faire en sorte que dans mon discours, ils se disent il me comprend. Et ça, c'est différent. Et toi, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là, justement, quand tu dois intervenir? Le sang-froid que tu dois avoir, ça doit être comme des joueurs de foot de haut niveau, enfin, des très grands sportifs, il faut rester focus. Ouais, il y a une concentration, évidemment. Après, on n'y pense pas. Je dis pas qu'on n'a pas peur, mais c'est plutôt après qu'on vit les choses. Sur l'instant, ça se gère plutôt librement. On sait qu'il y a un enjeu important. Je pense que c'est ça la différence avec la négociation. Quand il y a de la vie humaine en jeu, c'est l'enjeu par rapport à une négociation d'entreprise. Mais on retrouve les mêmes mécanismes. Quand il y a une grève ou quand il y a une société qui est en péril, on retrouve de la tension, on retrouve des émotions, on retrouve de la peur, on retrouve de la fuite. On va retrouver finalement les mêmes mécanismes que sur ces négociations professionnelles, en tout cas de crise. Il n'y a peut-être pas tout de suite quelqu'un qui peut mourir à l'issue d'un combat avec un collaborateur, par exemple. Donc, c'est Oui, peut-être une exactement. C'est ce qui question change, c'est différente, l'enjeu. ouais, ouais. C'est l'enjeu. L'enjeu change, évidemment. Et tu parlais de difficultés suicidaires, et tu as déjà eu aussi à faire face à un forcené armé, par exemple? Oui, c'est les émotions un peu différentes avec ce qu'on appelle un rapport de force qui se met en place. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le but du jeu, c'est de faire baisser la tension par rapport à ça. Et c'est important ce que tu disais, il y a l'enjeu dans la négociation, il n'y a pas forcément de gagnant ou de perdant, c'est d'essayer de faire en sorte que la situation s'apaise. Si on doit donner une définition à la négociation, ça serait quoi? La règle numéro 1 ou la définition de la négociation pour toi? Ça serait de faire en sorte que les deux parties trouvent que la solution est juste pour tout le monde. Juste, pas équilibré, pas équitable, juste. Que les deux parties trouvent une solution juste. Ok. Et que du coup, puissent sortir de la table tous les deux contents. Ouais, plutôt satisfait en tout cas. Pas forcément content, mais satisfait. On va rentrer dans le sujet maintenant de la négociation en entreprise, justement, ou en tout cas de comment ce que tu as appris, vécu dans le milieu de la gestion de crise, aujourd'hui tu le mets un peu plus au service des entreprises, du business, surtout dans un climat géopolitique qui bouge beaucoup et qui est très incertain. Négocier, ça n'a rien à voir dans un climat comme aujourd'hui. Et prenons le cas assez classique qu'on a tous déjà vécu, vouloir augmenter son salaire. Donc je suis un collaborateur, tu es mon patron, et je viens te voir pour essayer d'augmenter mon salaire. Qu'est-ce que tu me conseillerais de dire? Comment se vendre et comment aborder la situation? La première des choses, c'est la demande. Les gens n'osent pas. Finalement, c'est une primeur en négociation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les enfants sont les meilleurs négociateurs, parce qu'ils osent. Ils osent, finalement, ils ont ni honte ni gêne, et finalement, c'est ce qui leur permet d'obtenir des choses plus que ce qu'on ferait habituellement. Ok.
Alors moi, ce que je conseille, c'est d'oser. Mais c'est aussi d'analyser le contexte. Parce qu'il n'y aurait rien de pire hein, que de penser, on se voit toujours un peu mieux qu'on est, pour le coup. Et imaginons, hein, je suis ton patron et j'ai pas forcément envie de te garder, et tu viens me voir en me demandant une augmentation, et en plus tu me mets un rapport de force en me disant, si vous me la donnez pas, je m'en vais. Je pourrais quand même trouver drôlement facile cette négociation et te dire, désolé, je vais pas pouvoir t'augmenter, si tu trouves mieux ailleurs, tant mieux. Donc il y a un contexte à analyser quand même dans cette situation. Après, bah, c'est la demande, et puis c'est de mettre en place son argumentaire sur ce que je sais faire, pas faire, mes besoins, en quoi je sers l'entreprise. C'est ça qui est intéressant là-dessus. Et quand par exemple, le patron, il répond: «Bah, c'est pas le moment, il y a pas l'argent», c'est la meilleure manière justement de répondre à ça, c'est peut-être de se préparer. Là, on parlait tout à l'heure de, la méthode, Harvard. Tu sais, on entend pareil, parler beaucoup rapidement quand on fait des recherches et c'est encore plus facile aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui peut nous faire un brief facile de ce qu'il faut dire au patron et la fameuse technique BATNA, donc tu sais, ce qu'il faut, là où tu es capable de sortir, de prendre ta perte, de continuer de voilà, donc un patron qui dit: «Non, bah, écoute, c'est pas le moment ou j'ai pas d'argent», c'est quoi tu réponds à ça? Bah, moi, ce que je trouve dommage, c'est que si on va en négociation avec un seul axe de négociation, on est dans le marchandage. Si je prends l'inverse, aujourd'hui, tu viens me voir et tu me réclames une augmentation, tu me réclames une valeur, tu me demandes 10 000 € en plus. Si je te réponds 6 000, et tu vas me dire 8 000, on va se mettre d'accord à 7 000, là, on est dans le marchandage, on est d'accord hein. On a un seul axe de négociation, ce qui est le prix. Ce qui serait intéressant pour moi, par contre, c'est de comprendre ce que tu veux faire en sort avec cette somme d'argent. Pourquoi tu veux cette somme d'argent? Et si tu me réponds que tu as un enfant qui rentre en CP cette année, que tu veux plus de temps pour aller le voir, pour faire son aide aux devoirs, parce que tu manges ici le midi entre midi et deux, parce que tu habites loin et que tu n'as pas le temps de rentrer, et que cette somme d'argent te permettrait d'acheter un scooter ou une petite voiture. Mais en fait, ça ouvre mon champ des possibles, tu comprends? C'est plus seulement l'argent qui t'intéresse, c'est ta qualité de vie au travail. Et là, ça m'ouvre des possibilités. Comme ça t'en ouvre à toi aussi. C'est-à-dire que la négociation, elle ne sera pas seulement sur le prix, mais elle va être peut-être sur une journée de télétravail, elle va être peut-être sur un aménagement du temps de travail, elle va peut-être être sur une voiture de fonction, elle va peut-être être sur une journée où tu viens pas par rapport à ton enfant. Elle peut être sur plein de possibilités. Et plus je vais multiplier les axes, et plus je vais pouvoir aller vers une coopération. Ça, c'est intéressant. C'est la méthode Harvard. Ne jamais négocier sur une position, le prix que tu m'as donné, mais plutôt négocier sur les intérêts. Pour aller négocier sur les intérêts, il faut les chasser un peu, il faut aller chercher les intérêts. Pour chercher les intérêts, il faut poser des questions. Mais pour ça, il faut avoir une relation de confiance, que l'autre puisse s'ouvrir à ça, et d'un côté et de l'autre. Et finalement, dans cette histoire, on sera tous les deux gagnants. Puisque bien sûr, il y aura sans doute, en plus de ça, des contreparties qui seront mises sur un investissement supplémentaire que je te demanderai de faire dans cette société. Et justement, je vois beaucoup de collaborateurs qui viennent pour demander un avantage, et négocier ce qu'ils veulent et qui se justifient. Est-ce que c'est bien de justement donner plein d'arguments, se justifier pour obtenir quelque chose? Alors, ils pensent que c'est bien. Alors, il faut faire une différence entre argumentaire et justification. C'est pas du tout la même chose. La justification, on va venir se dédouaner. L'argumentaire, on vient prouver par A plus B que c'est une bonne décision. L'argumentaire est plutôt positif. La justification, attention, hein, parce que ça donne à l'autre des capacités d'attaquer vos justifications. Nous, en négociation, on dit qu'il se justifie, se crucifie. Je peux te donner un exemple concret, j'y pense à l'instant, si tu n'es pas du tout préparé. C'est un exemple très personnel. Ma fille m'a ramené, il y a 4 semaines, là, un 4 sur 20 en histoire-géographie. Et tu sais, aujourd'hui, maintenant, on le reçoit par Pronote. Hein. Ouais, C'est-à-dire que t'as le notif. elle a pas beaucoup de chance. C'est-à-dire que nous, on avait de la chance. Avant, on pouvait cacher ces notes-là. Mais maintenant, c'est directement intégré sur mon téléphone. Et donc, je vois ce 4 sur 20 en histoire-géographie. Et je vois en plus une ligne marquée en rouge du professeur qui me disait « leçon à apprendre par cœur ». Pour le coup, je suis un peu en colère. Hein, parce que c'est pas quelque chose qu'elle n'a pas compris. C'est plutôt un manque d'investissement. Tu es d'accord avec moi? Elle rentre par le bus, hein. Ce jour-là, et je l'attends, elle est 17h quand elle passe la porte, et on parlait de synergologie tout à l'heure, je vois à sa tête, en tout cas à son corps, à ses épaules, qu'elle aurait préféré que ce soit sa maman qui soit là. Elle a, tu sais, cette boule dans le ventre d'annoncer à son papa qu'elle a eu une mauvaise note. Je pourrais l'aider très facilement. Il suffit que je lui dise c'est quoi ce 4 sur 20 en histoire géo. Pour le coup, la tension monte, mais la boule dans le ventre de la peur d'annoncer disparaît. Bon, je suis pas comme ça, Valentin. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien un peu jouer, hein, pour le coup.
Je lui dis, ça va ma chérie, t'as passé une bonne journée? Elle répond pas trop, et moi je lui dis, moi j'ai passé une bonne journée, il n'y a rien qui m'a déçu. Pour le coup, le goûter va se passer de façon un peu silencieuse. Elle finit par me dire qu'elle a eu 4 sur 20 en histoire géo. Elle omet, et on lui en veut pas, de me dire que c'est une leçon à prendre par cœur. De toute façon, on s'en doute un peu. Et puis, elle va rentrer dans une justification. Et je vais te dire exactement ce qu'elle me dit. Elle me dit, ouais, mais tu sais, c'était un contrôle surprise, on n'était pas prévenu. Je lui réponds, c'est le thème. Si les contrôles surprises étaient prévenus, c'est plus une surprise. Quand tu regardes bien, je viens d'attaquer que la justification, absolument pas la note. Comme elle voit que la première justification ne convient pas, elle s'en lance dans une deuxième. Et elle me dit, oui, mais tu sais, Léa, celle qui a toujours 18 sur 20, elle a eu que 12. Et elle me sort dans ces termes-là, elle me dit, oui, mais alors moi qui d'habitude 12, en termes de proportionnalité, c'est normal que j'ai 4. Alors, je fais le petit calcul dans ma tête et je me dis, en plus, elle est nulle en maths puisque c'est pas la bonne proportionnalité, hein, mais je lui en parle pas. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que peut-être que tu vis ça, mais qu'est-ce qu'on répond quand on nous dit, nos enfants nous disent, oui, mais l'autre, il a eu moins que moi ou... On se compare pas avec le dernier de la classe. Exactement. Moi, je lui dis, Léa, elle est très gentille, sans doute, mais ça m'intéresse pas. Il y a que toi qui compte. Ce qui est faux, d'ailleurs. Parce que quand elle me ramène un 16 en SVT, la première question que je pose, c'est combien a eu le reste de la classe. Bien sûr. T'es d'accord? Bon, on lui en parle pas non plus, hein, mais on voit que la justification se fait attaquer systématiquement. C'est-à-dire que je suis pas sur la note, je suis sur la justification. Si ma fille avait fait de la négociation ce jour-là, ça c'est intéressant, la méthode Harvard. Elle m'aurait dit à peu près ça. Alors, elle n'a pas le niveau encore, elle n'a que 14 ans de me dire ça, mais elle m'aurait dit... Papa, j'ai eu 4 sur 20 en histoire-géographie. Je suis vraiment trop nul, j'ai appris la mauvaise leçon. Tu sais, papa, il reste plus que 3 notes à avoir pour valider ce bulletin. Je peux vraiment pas me permettre d'avoir 4 sur 20 sur le bulletin en score final en histoire-géo. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps à me consacrer, mais ce que je voudrais, si tu le veux bien, c'est que pour les 3 prochains contrôles, tu m'aides à réviser. Si elle te dit ça, t'es drôlement embêté. Parce qu'elle vient de valider tous tes intérêts. Tu peux plus l'engueuler, tu vas même voir ton collègue le lendemain au boulot, puis tu lui dis, elle a pris de la maturité. Tu es plutôt fier d'elle, on est d'accord, hein? Complètement. Alors que on partait sur un 4 sur 20 où tu voulais la disputer pour de vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a réussi à changer la donne. Elle est plus contre moi, elle est avec moi. Elle m'a mis dans le même bateau. Maintenant, elle m'a un peu culpabilisé aussi, hein. J'ai pas beaucoup de temps à Prochain consacrer. 4, c'est aussi de ta faute, Nicolas. Eh ben, exactement, c'est-à-dire qu'elle m'a impliqué dans l'histoire. Objectif commun partagé, on va avoir une note ensemble. Et surtout, méthode Harvard, puisque tu en parlais tout à l'heure, elle a compris mon intérêt. Et l'intérêt des parents, c'est pas la note, c'est pas vrai, c'est jamais la note. La preuve, c'est que si vous aviez une boule de cristal et que vous sachiez quel métier va faire votre enfant plus tard, les notes ne vous intéresseraient plus. Nous, l'intérêt des parents sur le scolaire de leurs enfants, c'est que les enfants prennent conscience de l'intérêt de l'école pour se construire. En me faisant ça, elle m'a livré l'intérêt sur un plateau. Finalement, on a passé une très belle soirée. C'est combien de temps de préparation qu'il faut en amont avant d'aller justement négocier pas forcément en termes de temps, mais imaginons sur 100%, combien de temps tu passes dans le bureau du patron versus combien de pourcentage tu passes à préparer? Pour moi, une négociation réussie, c'est 80% de préparation, 20% d'agilité. Ok. Votre capacité à être agile et à rebondir, ça ne représente que 20%. C'est 80%. Ça, c'est la méthode Hermione que nous, on propose chez TTA. C'est justement de dépasser ces 8 questions qui vont permettre de bien positionner une négociation. Le H, par exemple, c'est la haute intensité. C'est tout ce qui va venir, moi, me mettre en difficulté. Rien que de taper à la porte, d'oser, de savoir comment je vais m'asseoir, de savoir quel est le rapport de force que je vais mettre. Est-ce que je vais être agressif, pas agressif? Comment je vais me positionner dans le contexte qui va compter? Le E d'Hermione, c'est l'enjeu. Quel est mon enjeu? Et ça, c'est une question quand même primordiale en négociation. On a des objectifs, mais on a un enjeu et il faut toujours satisfaire l'enjeu. Quel est mon enjeu? C'est la première question que je dois me poser. Et souvent, on s'aperçoit, nous, en formation, c'est que les gens ne font pas la différence entre objectif et enjeu. Et alors, c'est quoi la différence? On peut avoir un objectif. L'enjeu, ça peut être la pérennité de la société. Et l'objectif, ça serait d'augmenter les marges. On pourrait abandonner les marges pour la pérennité de la société. Ouais. On est d'accord, parce que l'enjeu prioritaire, c'est la pérennité de la société. Et que si cette année, tant pis, nos marges sont un peu moins hautes,
Parce que si on se trompe et qu'on met tout sur l'objectif et qu'on veut à tout prix et qu'on casse notre relation et que tout s'arrête et qu'on perd et que finalement notre société tombe à l'eau, on n'aura pas respecté notre enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est un peu quelque chose de supérieur qu'on doit avoir, c'est notre ligne de vision qu'on doit satisfaire à tout prix. Et sur les autres lettres? Oui, on a le rapport de force, comment négocier avec le rapport de force. C'est l'exemple parfait, c'est Donald Trump en ce moment, qui utilise beaucoup ce rapport de force. On a l'OCP, moi une lettre que j'affectionne beaucoup parce que c'est l'objectif commun permanent. C'est là où les deux objectifs vont se réunir, que les deux enjeux vont se réunir, qu'on va pouvoir faire finalement un pas l'un vers l'autre pour créer quelque chose de nouveau. C'est la différence entre compromis, concession et consensus. Tu fais des compromis, Valentin, dans ta vie? Tu aimes ça? Non. Tu as raison, parce que le compromis, c'est souvent perdant-perdant. Ouais, c'est pour ça. Alors, c'est typiquement, je veux aller à la montagne, ma femme veut aller à la mer, et on se retrouve, on va à la campagne, et finalement, tous les deux, on est perdants. On est perdants, on fait la tête dans la voiture. C'est pour ça que je dis que j'aime pas, effectivement. C'est vraiment quelque chose. Après, si c'est quelque chose qui permet de progresser chez le couple, c'est intéressant, parce qu'il faudra voir par rapport à l'enjeu. Moi, je te dis une bêtise, le compromis, j'aime bien la concession. Non, c'est le compromis, ça. Le compromis, perdant-perdant. La concession, c'est autre chose. Oui. La concession, c'est je donne quelque chose pour obtenir plus en échange. En fait, on va essayer de créer ce qu'on appelle une redevabilité chez l'autre. On donne quelque chose en amont, on met de l'huile dans les rouages de la négociation et on va essayer de créer une redevabilité. On va se dire, puisque je lui ai donné ça, il aura tendance à venir me donner quelque chose en retour. Il y a un petit problème avec ça. Et je m'adresse aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Il faut toujours l'anticiper. Quand je fais une concession, la partie en face peut me dire simplement « merci ». Ça veut dire qu'il faut l'anticiper. Ça veut dire que ce que je donne, il faut que je puisse le mettre en perte. Ouais. C'est-à-dire qu'elle peut être perdue, même si c'est jamais perdu. Ça crée forcément une petite redevabilité. Mais on peut s'attendre à ce qu'elle dise merci. Par exemple, elle voulait aller à la mer. Toi, tu voulais à tout prix aller à la montagne. Tu lui dis je fais un effort, on va à la mer. Et elle te dit merci. Faudra mettre ton maillot de bain. C'est quelque chose de ce genre-là. Mais c'est un intérêt. Moi, je préfère la mer. Donc si oui, c'est tout l'inverse. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Moi, je préfère le consensus. C'est là où je ramenais l'objectif commun partagé, c'est-à-dire de se rappeler quel était l'enjeu primaire. Et l'enjeu primaire, pour vous deux, c'était peut-être de passer un bon moment ensemble. Ouais. Et finalement, de sortir de cette guerre des égos, de sortir pour chacun faire plaisir à l'autre et avancer ensemble. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. L'ego, dans la négociation, c'est le facteur le plus C'est le facteur qui fait perdre. Ouais, c'est ça. C'est évidemment le facteur qui fait perdre l'ego. C'est celui qui toujours fait perdre une négociation. On oublie, parce qu'on est dans un ego, on oublie son enjeu. Et finalement, on arrive à perdre des situations là-dessus. Et pour moi, la personne qui symbolise le plus cet échec à cause de l'ego, c'est peut-être Donald Trump, parce que finalement, c'est un très mauvais négociateur. Donald Trump, c'est même pas un négociateur, en fait. C'est un mec qui impose, il n'a pas de solution secondaire si on lui dit non. Alors, c'est curieux, tout le monde le voit comme quelqu'un... Moi, je le vois comme un deal maker. Ouais, quelqu'un qui est capable d'imposer des choses. Il est plutôt sur le marchandage, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un seul axe de négociation. Mais on s'aperçoit que quand on est dans le marchandage, celui qui gagne le marchandage, c'est celui qui a le plus gros rapport de force. Moi, je trouve qu'il a un intérêt à rester dans le marchandage, puisqu'il a un gros rapport de force militaire. On en est tous conscients, et économique. C'est plutôt peut-être bien joué stratégiquement pour lui de rester. Moi, ce que je trouve très surprenant chez ce garçon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il n'a pas peur d'abîmer son image. En fait, il est comme un enfant de 5 ans, tout à l'heure, c'est-à-dire, sans vouloir... Il n'a pas le gêne et pas de honte. En fait, il augmente les curseurs à fond. Et si ça marche, il en sort grandi. Le Venezuela, il dit « Vous avez vu, je suis le plus fort ». Et puis si ça marche pas, le Groenland, il passe à autre chose. Et ça lui pose aucun problème. Ça, c'est sa grande force. Ouais. C'est qu'il est capable de passer d'un sujet à l'autre, de mettre un rapport de force gigantesque et de ne pas être abîmé par son image. Mais c'est pas un négociateur du tout. Non, pas du tout. En tout cas, lui, la méthode Harvard... Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, pas du tout. Il est vraiment dans je tente, le problème, ça marche, tant mieux, c'est pas le grave, problème de Donald Trump, c'est qu'il abîme par la force des choses. Quand on utilise le rapport de force, on abîme la relation. C'est le principe des négociateurs de crise. C'est-à-dire que quand tu es en négociation de crise avec un individu armé, par exemple un forcené, tu ne le reverras jamais à la suite.
La difficulté avec les chefs d'entreprise qui nous écoutent, là, c'est que la négociation qu'ils ont avec un fournisseur aujourd'hui, elle est beaucoup plus dure. Pourquoi ? Parce qu'ils vont le revoir l'année suivante et encore l'année suivante. C'est-à-dire que la dernière pierre de cette négociation est déjà la première de l'année suivante. Ils doivent maintenir la relation. Et donc, ça fait des négociations plus complexes parce qu'il faut s'adapter à ce sujet-là. Et justement, d'un point de vue très business, très concret, c'est quoi l'erreur numéro 1 que font des salariés dans des rendez-vous avec leur patron, justement? Et l'erreur numéro 1, tu viens d'en indiquer une, que fait un patron avec ses fournisseurs ou ses propres collaborateurs, justement? De chaque côté du tableau, c'est quoi la pire erreur que tu vois en général? C'est de ne pas se mettre à la place de l'autre. C'est de ne pas envisager, de ne pas analyser le contexte et de ne pas se mettre à la place de l'autre. Et de voir finalement que son intérêt et que de voir sa situation personnelle. Parce que quand on regarde que de son petit nombril, en fait, on ne peut pas créer avec l'autre. Or, la négociation, c'est quand même créer avec l'autre. Et la puissance du silence dans une négociation? Gigantesque. Gigantesque. L'être humain n'aime pas le silence. On n'est pas fait pour être dans un monde de silence. C'est la meilleure relance, le silence. Ça évite déjà d'en trop en dire, des fois, parce qu'en négociation, c'est ce qui arrive, on en dit trop. Le silence, c'est la plus grosse arme. C'est à manier avec difficulté, mais même quand on le fait, on n'est pas à l'aise. Personne n'aime le silence. Mais c'est la plus grosse arme en négociation. Et tu connais le livre, forcément, Couper la poire en deux? Oui. D'ailleurs, c'est Ne coupez jamais la poire en deux. Ne coupez jamais la poire en deux. Ne faites pas le compromis, c'est ce qu'il dit. Ouais, en fait, c'est ça, effectivement. Ouais, bien sûr. Et donc, je demande 10% d'augmentation, et au final, on finit à 5. Est-ce que, malgré tout, c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord de jamais couper la poire en deux, ou finalement, ça permet de faire avancer vers un objectif commun, justement? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut valider l'enjeu. Si l'enjeu est satisfait, ça fonctionne. Si la poire en deux satisfait les deux enjeux, tant mieux. Oui, donc il ne faut pas le prendre pour vérité absolue. Non, de jamais bien sûr, couper la poire en deux. voilà, on peut couper la poire en deux. La vraie question à se poser en négociation, c'est qu'est-ce qui satisfait mon enjeu. Est-ce que quelqu'un qui a peur du conflit, il peut négocier? Non, clairement pas. Ok. Il y a plein de gens qui ont peur du conflit. Moi, pendant très longtemps, j'avais peur du conflit. Mais pourtant, c'est positif, le conflit. C'est très positif, le conflit. Le mot galvaudé en France, on met ça sur les cris, sur la colère, et effectivement, ça, c'est pas agréable. Mais quelqu'un qui te dit non, c'est très positif, finalement. Ça te permet d'avancer. Il n'y aurait rien de pire d'avoir des gens qui sont toujours d'accord avec toi. D'ailleurs, pour nos chefs d'entreprise, plus t'es haut dans la hiérarchie, plus on te dit oui. Moins on te contredit, en tout cas. Moi, je vous conseille d'avoir quelqu'un qui vous gratte un peu, qui vous expose et qui vous dise non. Pas qui vous dise non pour vous faire plaisir à vous dire non. Qui vous dise non pour faire avancer les choses. Le piège le plus dangereux quand on est chef d'entreprise, c'est d'avoir raison trop tôt. Je pense. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelqu'un qui vient vous indiquer, on va partir finalement sur des biais cognitifs qui peuvent nous emmener dans une mauvaise direction. Si c'est la bonne, tant mieux. Mais si on n'est pas un petit peu... on ne s'essaye pas contre nous, on ne progressera pas. Le conflit, c'est très positif, à condition qu'il soit adapté, agréable, c'est-à-dire qu'on puisse... respectueux, en tout cas, dans cette chaîne de choses. C'est vrai que l'une des premières choses qu'on m'a dit quand j'ai lancé mes toutes premières boîtes, c'est attention à tes biais cognitifs, va tester le marché, va dans la rue, va poser des questions, voir si tes besoins sont réels. Toi, tu les vois beaucoup encore faire échouer des négociations, justement, ces biais cognitifs, et persuader que ce que je pense est vrai pour tout le monde. Il y a un biais cognitif qui s'appelle le biais d'autruche, qui porte son nom, c'est-à-dire on refuse de voir. Je le vois souvent, c'est-à-dire qu'on attend trop longtemps. On a... un marché qui s'effondre, moins de ventes, moins de choses. Puis on se dit, allez, on verra le trimestre prochain. Mais le trimestre prochain, ça s'est aggravé. Parce qu'on n'a pas voulu boire les décisions trop tôt. Ça, c'est une difficulté. C'est assez normal. Moins je vois en face la difficulté, mon cerveau a tendance à avoir la facilité. Mon cerveau a tendance à aller au plus près là-dessus. Et comment tu conseillerais du coup de l'autre côté de la table un patron qui voit un collaborateur arriver et qui lui dit bon patron, soit tu m'augmentes de 10 000 € maintenant, soit je quitte la boîte. Ça, c'est une négociation de crise pour toi ou pas? C'est une négociation. C'est une négociation de crise. Il est en crise parce que là, la difficulté, c'est qu'il met un rapport de force. Ouais, d'entrée. Ouais. Moi, je lui conseille au patron de faire l'analyse du contexte parce que s'il a envie de s'en séparer, c'est la meilleure option qui vient d'arriver sur la table. Il vient de me la livrer. Ok. Et c'est le meilleur gars de la boîte, tu veux pas le perdre.
Bien, eh bien, il faut faire le bilan de ce qui est bon et ce qui est positif et ce qui peut me coûter. C'est ce qui va changer la donne. Moi, j'irai chercher ses intérêts. Pourquoi il me dit ça? Sans doute qu'il a une autre proposition. J'irai lui poser des questions ouvertes pour savoir ce qu'il en pense. Si c'est pas du bluff, comment il peut. Et puis ce que je peux lui donner, le véritable chose, on va revenir à l'enjeu, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de cet individu? Est-ce qu'il me sert? Est-ce qu'il me rapporte de l'argent? Est-ce que s'il s'en va, je suis en grande difficulté? Est-ce que ça met en péril l'entreprise? Si c'est le cas, je serai obligé de faire des concessions, on est d'accord, pour le garder. Mais c'est parce que ça sera validé par rapport à un enjeu. Et pas validé par l'émotion, parce que je l'aime bien, mais validé par une force stratégique. Et cet échange peut se terminer en accordant les 10 000 euros et que ça soit une victoire quand même pour le chef d'entreprise, ou ça serait forcément avoir perdu, entre guillemets? Je sais que tu n'aimes pas le terme Ce qui perdre. serait dommage, c'est que s'il vaut 10 000 euros de plus, c'est que tu ne l'aies pas vu avant. Ok. Ça, pour moi, ça serait une erreur. Parce qu'à un moment donné, il y a une relation de confiance à mettre. Si ce garçon valait 10 000 euros de plus, tu aurais dû le voir avant. Et c'est plutôt toi qui aurais dû aller le voir. S'il en est là, ça a déjà abîmé un peu la relation. Ok. Maintenant, je pense que 10 000 euros de plus par mois, là, on parlait, ou par an, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Allez, prenons par an, ce qui est déjà important, sur qui est un déjà salaire important. médian de 40 000 euros brut. Mais bien sûr, après, ça peut être un intérêt particulier, Ouais. sans doute de la reconnaissance. Des fois, c'est l'ego, effectivement. Et c'est l'ego. C'est recherché Et dans ça, peut-être que c'est effectivement. pas forcément de l'argent qu'ils cherchent. Ça, c'est une position. Pour le coup, on est sur Harvard. Il faut aller négocier sur ses intérêts. Et t'as déjà vu des négociations folles où, je sais pas, le patron il dit ouais, on va négocier ça sans problème, et il rentre dans une pièce, il fait -10, il y a rien pour s'asseoir, je reviens dans 1 heure, il vient 5 heures après pour voir si le mec est toujours là. Ça existe, t'as déjà vu ça? Ouais, on voit des choses particulières. Moi, j'ai eu une négociation une fois. Alors, je tairai toujours les gens. Le chef d'entreprise en face, on avait un rapport de force pour le coup très important pour nous. Et l'individu s'est allongé au milieu de la salle, prétextant un lumbago, un mal de dos. Et il a dit qu'il allait faire la négociation comme ça. Très surprenant. Hein. Ouais. On se pose tout de suite la question, est-ce qu'on s'installe de la même façon que lui? On a fait une petite rupture, hein, c'est-à-dire qu'on a demandé une pause pour savoir et pour réfléchir ensemble, hein, parce qu'on était plusieurs dans ce cas-là. On a bien douté, on a bien compris, nous, ce qui se passait derrière nous. Il avait un rapport de force, il nous mettait un biais cognitif important. On frappe toujours moins fort un homme au sol. Ok. Intéressant. Et le bilan, c'est que on a réfléchi sur ce qu'on appelle notre ligne temps. Parce que ça, c'est quelque chose. Moi, dans la première idée que j'avais, c'était de refuser de revenir à la table des négociations, de lui laisser 2-3 jours, et puis qu'on reprenne la négociation quand il serait en pleine possession de ses moyens. Et puis, un de nous a dit, mais quelle est notre ligne temps? Ça, c'était important. Parce qu'il s'avère que dans 48 heures, on aurait des informations, on serait toujours en position de force, mais peut-être moins forte. Mais dans 2 semaines, on serait peut-être même dans une position peut-être affaiblie. Et ce qui allait se passer, c'était évident. On allait lui laisser 48 heures. Ensuite, il allait nous dire qu'il avait un rendez-vous à l'étranger, qu'il ne serait pas là avant 2 semaines. Et on prenait la négociation 2 semaines plus tard. Pour le coup, on est revenu avec un Doliprane. Et beaucoup de patience. Et beaucoup de patience. Dans le recrutement, tu parlais justement tout à l'heure de la capacité à analyser les gens. Est-ce que tu mets justement des choses en place pour voir si les gens mentent, ou pour, dès l'instant où la personne passe la porte et qu'elle peut être recrutée dans une entreprise, mettre des choses en place dans la négociation du salaire ou dans les marges de manœuvre, de te dire on ne peut pas lui donner trop tout de suite pour que plus tard on puisse lui mettre dans la balance plus d'avantages sociaux. Comment tu appréhendes en gros un recrutement, et quelle place tu mets à la lecture des émotions et du non-verbal? Nous, la détection du mensonge, c'est assez complexe. Moi, je suis très pro émotions primaires de Darwin. La joie, la peur, la colère. Les émotions, finalement, qui ont un marquage synergologique. Les 6, c'est le dessin animé Vice Versa. Plus simple, évidemment, à comprendre. Ou la série Lie to Me? Ouais, exactement. Ok. C'est-à-dire que cette micro-expression, d'ailleurs, si vous voulez taper sur Internet, vous avez une expression de visage. On sait tous à quoi ressemble la colère, la surprise ou la peur. Ça, c'est intéressant parce que c'est pour ça que, d'ailleurs, les joueurs de poker, alors qu'ils jouent à l'intérieur, ont des lunettes noires, un chapeau. C'est pour cacher ces micro-expressions de ces émotions primaires, de façon à ne pas donner d'informations à l'adversaire. Or, elles sont hyper importantes. La peur et la surprise ne sont pas la même chose. Je parle là aux gens qui nous écoutent, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent. Vous êtes en discussion
avec une autre entreprise, vous voulez travailler, vous voulez faire quelque chose ensemble avec lui, vous êtes en train d'argumenter, de le convaincre de travailler avec vous. Et puis là, vous avez la peur qui se lit sous son expression. Il faut savoir ce qu'elle est, cette peur. S'il a la surprise, c'est qu'il a besoin de comprendre. S'il a peur, il n'a pas besoin de comprendre. Il a besoin d'être rassuré. J'ai cet exemple où on travaillait en négociation avec une entreprise. En fait, on la sollicitait pour travailler avec nous. L'individu avait une vingtaine de salariés, c'était dans le bâtiment, et on avait vraiment besoin qu'il travaille pour nous, dans une première tranche de chantier. Et puis, on continuait d'argumenter pour finalement faire en sorte qu'il travaille pour nous. On travaillait que sur la surprise, on argumentait. On avait les meilleurs arguments du monde pour qu'il travaille pour nous. Et puis, on s'est aperçu qu'il avait peur. Et finalement, on est revenu à la table des discussions en travaillant sur sa peur. On s'est aperçu que, en fait, il savait que notre société que je défendais payait que 6 mois après la fin du chantier. Quelle était sa peur? De ne pas avoir de trésorerie pour payer ses gars. À partir du moment où on a eu ça et qu'on a pu lui faire exprimer, il était très facile de négocier. On lui a donné une partie de la somme en amont, avec des échelonnages, et puis on a pu mettre des contreparties sur le fait qu'il ne soit pas en retard. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est de la négo. C'est parfaitement adapté. Et ça va que si on a bien lu les émotions primaires. Je vais venir sur la joie. Quel est le besoin de la joie quand vous êtes joyeux en entreprise? On a vu, la peur, c'est de rassurer. La surprise, c'est de comprendre. On a le dégoût, qui est de partir. Si je crée le dégoût chez l'autre, il faudra sans doute que je change de négociateur, parce qu'on ne voudra plus travailler ensemble. La tristesse, c'est le réconfort. Mais la joie est quelque chose de particulier. La joie, c'est de partager. Et souvent, on oublie. On a une négociation compliquée, difficile, ça a duré des mois et des mois. On finit cette négo, il y a eu peut-être même des attaques un peu identitaires, en tout cas ça s'est frictionné. Okay. On fait la poignée de main de la fin, mais on part chacun de notre côté. Si vous ne partagez pas la joie, vous créez ce qu'on appelle une cicatrice. Et cette cicatrice, vous allez la payer tôt ou tard, dans la négociation peut-être de l'année suivante. Quand on a de la joie, on veut partager. On a besoin de partager. Mon conseil, il faut faire quand même l'effort de le rappeler le lendemain, de renvoyer un mail. Je ne dis pas qu'il faut le serrer dans ses bras, parce que je dis, mais de travailler sur le partage de la joie, de finalement cet accord qu'on a trouvé ensemble. S'il a signé avec vous, c'est qu'il est content. Si vous avez signé, c'est que vous êtes content. Validez cette joie partagée. Et puis on a la colère. Quel est le besoin de la colère? L'apaisement. Alors l'apaisement, ça c'est quand ta femme est en colère, t'aimerais qu'elle s'apaise, mais c'est pas du tout ça. Peut-être mieux compris, mieux considéré. Le seul besoin de la colère, c'est de l'exprimer. Okay. D'ailleurs, j'en ai la preuve pour tout le monde. On a tous notre conjoint un jour qui a été en colère contre nous. Si on lui a dit « calme-toi », la colère a monté, n'est-ce pas? Le seul besoin de la colère, c'est de la laisser exprimer. Vous avez en face de vous un négociateur en face de vous qui est en colère. Ne mettez pas ça sous le tapis. Ne faites pas comme si ça n'existait pas. Parce qu'à la fin de la négociation, ça va ressortir. Et il va vous le faire payer. Vous avez plutôt en tendance, il faut faire débriefer cette colère, la faire sortir, de façon à l'expliquer, qu'il puisse verbaliser sa problématique, afin de repartir sur des bases saines et de ne pas transmettre là, tout au long de cette négo, transférer cette colère dans cette négo. Et tu as déjà eu justement des fois où vous êtes tapé sur la gueule pendant des semaines, des jours, des heures, et après vous allez prendre une bière parce que business is business? C'est le meilleur des moments. Non? Ouais. C'est le meilleur des moments. Mais l'idéal, ce serait même de la prendre avant. De dire quel est ton enjeu, quel est son enjeu, et de jouer comme ça. Mais l'être humain n'est pas comme ça. On veut tous un peu gagner, on pense toujours qu'il y a un peu de manipulation derrière, et donc on se protège. Mais oui, on peut aller boire une bière, ça serait partagé idéalement avec l'individu. La joie. Partager la joie. In vino veritas, quand on a bu de l'alcool, la vérité ressort forcément plus simplement. Tu as déjà fait des négociations justement en état d'ébriété, alcoolisé. Est-ce que c'est plus simple si c'est le cas? Non, parce que quand on est en négociation, on a quand même besoin d'une grande partie de son cerveau. Ouais. Et l'alcool a cet inconvénient-là. Il a l'avantage d'être un peu joyeux, mais l'inconvénient quand même de monopoliser pas toutes les bonnes cases du cerveau.
Non, on fait pas de. Mais Parce qu'il y avait je crois que c'est même des présidents de la République qui mettaient justement de l'alcool dans des verres, dans des bureaux feutrés de l'Élysée. Alors, pas les récents, ça date d'il y a quelques années. Et sauf que le président en question ne buvait pas cet alcool et donc il faisait de manière à désynchronisée, asynchrone cet échange. Et le mec était bourré, il le gagnait plus facilement. Donc ça c'est de la peut être des techniques. manipulation pour Ouais, moi. c'est 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 pour glauque, moi une mais manière ça- non éthique de Ouais. gagner sa négociation. Le problème de cette négociation non éthique, c'est comment elle tient dans le temps. On peut tous gagner une négociation avec un rapport de force ou une méthode non éthique. Mais comment elle tient dans le temps? Il n'y a pas d'intérêt. Pour Ouais. moi, il n'y a pas d'intérêt. Ouais, bien sûr. Mais donc, t'as jamais eu l'occasion de. Non, j'ai déjà négocié contre des gens, par contre, alcoolisés. Ouais. C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Il faut répéter beaucoup. Hein. Et articuler plus. Ouais, c'est difficile. Sur la partie, justement, trouver le conflit, comprendre que si c'est pas de la joie, ça veut dire ça, et les différentes émotions, c'est très important dans le commerce, quand tu vas voir justement quelqu'un avec qui tu veux vendre. Est-ce que tu penses qu'un bon commercial, c'est un bon négociateur ou ça n'a rien à voir? Il y a des il y a des commerciaux qui sont bons négociateurs. Il y a des commerciaux qui sont pas bons négociateurs, qui sont deal makers. Pour À la le coup, Trump, quoi. À la Trump. Je pense qu'il faut. C'est une compétence la négociation. Je pense qu'ils auraient intérêt à progresser en négociation. Il faut essayer de progresser sur ce système de négociation. C'est un principe contextuel, en fait. Imaginons, on a un dirigeant, un fournisseur, une négociation. On discute du prix, on discute des marges, on discute et on négocie les pourcentages. On gagne cette négociation. 3 mois plus tard, on a des retards de livraison, on a une qualité en baisse et de la tension. 6 mois plus tard, notre fournisseur a fait faillite. Je te pose la question, Valentin. Est-ce que cette négociation a été réussie? Non. C'est là qu'il faut comprendre le contexte. Aujourd'hui, on est dans une crise mondiale qui peut-être ne porte pas de nom, en tout cas, où on la nomme pas. Aujourd'hui, dans une crise, ce qui est important, c'est de tenir, c'est pas de gagner. Et finalement, il est important de savoir avec qui je négocie, dans quel contexte je négocie. J'ai peut-être des fournisseurs qui me sont très importants pour moi, qui sont idéalement importants pour moi, et puis d'autres que je peux me séparer. Si je négocie de la même façon avec ces deux-là, je cours à ma perte. L'essentiel, ça serait plutôt de trouver des arrangements fonctionnels qui soient du gagnant-gagnant pour que le fournisseur vive bien. Parce qu'un fournisseur qui vit bien, c'est une qualité de livraison, c'est moins de tension, c'est du produit carrément, et finalement, c'est du business qui fonctionne. Quand vous êtes dans les forces spéciales, vous débriefez beaucoup d'opérations. C'est vrai que dans l'entreprise, finalement, quand le deal est fini, raté, réussi, il n'y a pas forcément de débrief. C'est quoi la part de réussite à mettre justement dans le débriefing d'une situation? Est-ce qu'il faut débriefer davantage dans l'entreprise sur les choses? Si vous avez un vecteur d'amélioration, c'est le débriefing. Ok. Moi, je pose toujours, et d'ailleurs, nous, les négociateurs chez TTA, on se débriefe tout le temps. La première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui a bien marché? On est content si ça a bien marché. Et tout de suite, pour analyser et pour ancrer, finalement, on se pose la question, qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché? Et donc, on va mettre derrière la méthodologie, en fait, les petites astuces qu'on a eues, ou ce qu'on a réussi à faire pour que ça marche. Et on va se poser la même question avec ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça ne marche pas? Et puis ensuite, on va poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place la prochaine fois pour que ça marche mieux? Eh bien ça vous permet d'avoir une méthodologie, d'avoir un petit retour. Il n'y a rien de mieux. Les négociations, on peut tous se tromper, on peut tous être très bons à rater sa négociation, on peut tous être très mauvais à la réussir. Ce qui compte, c'est d'avoir une analyse de la situation et de ne pas répéter les erreurs. Chez TTA, il y a même la gamelle d'or, c'est-à-dire que chaque année, on regarde, on récompense d'une gamelle d'or le négociateur qui a fait la plus grosse bêtise. Okay. Ça compte pour l'ego. Ça compte aussi pour ce que les autres, la transmission, ne fasse pas la même erreur. On est d'accord? Et puis, ça permet aussi de relativiser certaines choses par rapport à ce qui s'est passé. J'aimerais qu'on fasse quelques mises en situation commune. Je vais te donner quelques moments de vie un peu communs et tu me diras comment toi, tu prendrais la chose en main. Je suis entrepreneur. J'ai un call dans 30 minutes avec mon plus gros fournisseur, mon plus gros client de l'année. Qu'est-ce que je mets en place pour que le call se passe bien et que justement ma négociation réussisse?
30 minutes, c'est déjà un peu court. Ouais. J'espère que tu as réfléchi la veille, en fait. La meilleure solution, ça serait de l'avoir réfléchi la veille. De mettre sur papier ce que je peux donner, perdre, tout ça. Ouais. Ok. Alors, si on n'a que 30 minutes, je suppose qu'on le connaît, cet individu. Complètement. On connaît donc sa baseline, comment il est habituellement, comment je fonctionne. Je visualiserai, moi, la pièce où ça va être, mentalement. Ok. Je me dirais que ça va bien se passer parce que le cerveau a tendance à entendre ça. Et puis, je noterai l'enjeu sur une feuille. Ok. Pourquoi ? Parce que perdre l'enjeu, c'est possible. C'est typiquement Jacques Villeray dans Le Dîner de con. Vous savez, où il appelle la femme de Thierry Lhermitte, là, enfin le copain de Thierry Lhermitte pour savoir où c'est sa femme, où il finit par dire « j'ai les droits ». Il a perdu l'enjeu en cours. Donc, je me noterai l'enjeu sur une feuille de façon à, pendant la négociation, me rappeler ce que c'est que mon enjeu. Ok. Et puis, je mettrai quand même très rapidement, je me ferai un mandat scan, c'est-à-dire je mettrai tous mes axes de mandat. Les délais de livraison, le niveau, le partenariat, enfin tout ce que j'ai envie de pouvoir négocier, tout où je peux avoir de la marge pour négocier. Je me l'écrirai aussi avec ce qu'on appelle mes points de rupture, là où je ne peux pas aller, sur chaque axe. Mes points objectifs, là où j'aimerais aller. Mes points d'entrée, c'est-à-dire par là où je vais démarrer la négociation. Et puis, un point de bascule où ça demanderait réflexion, par exemple. C'est-à-dire que je demanderais une pause en négociation pour dire « Attends, je vais voir, calculer ». Voilà, sur chaque axe, je le ferai. C'est pour ça qu'en une demi-heure, il y a un peu de boulot. Ouais, complètement. Ok. Mais pour le coup, ça me permet de ne pas me perdre. À chaque fois qu'il va parler d'un sujet, j'aurai mon axe et je connaîtrai tous mes points de rupture et je ne serai jamais débordé. Et d'ailleurs, quand tu fais des négociations, tu viens avec plein de feuilles et tu as ça sous les yeux, ou au contraire, il faut venir avec le moins de choses possible? Il y a 2 écoles là-dessus. Soit j'ai un petit bureau à côté et je peux, dans les pauses, retourner à mon bureau, mais j'ai des feuilles sur moi. En tout cas, mon enjeu, moi, Valentin, je te le dis, il est marqué à chaque fois. Mon enjeu est marqué, mon objectif est marqué, Il ne faut pas que la personne d'en face le voit. évidemment. Et justement, tu parles beaucoup des pauses et des moments de réflexion. Oui. Est-ce qu'à la fin d'une négociation, même si on est d'accord, on doit le dire tout de suite ou on doit se retirer pour réfléchir, seul, avec les autres? Est-ce qu'il faut le dire le lendemain? En gros, est-ce qu'on quitte une table de négo tout de suite en disant « Allez, banco, on se tape dans la main et on va prendre la bière, justement ». Moi, je peux pas répondre à cette question comme ça. Il y a plusieurs cas qui se jettent. Si l'individu, ça va dépendre en fait de comment on connaît l'individu dans le passé. Si l'individu, on s'est déjà tapé dans la main, qu'on a déjà fait des belles négos, qui me dit bah là on est d'accord, je vois pas pourquoi je lui mettrais des difficultés. Après, il y a quelque chose qui compte en négo, c'est que plus on donne l'impression que c'est facile, moins ça donne l'impression que ça a de la valeur. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça. Donc le fait de ralentir, de prendre une pause, de revenir et de dire bah, finalement on est d'accord, ça crée de la valeur quand même sur la situation. 90% des retours que va se prendre un entrepreneur ou n'importe qui va négocier, c'est trop cher. Oui. Comment tu réponds à ça? Et est-ce que, en fait, bien souvent, quand tu creuses, justement, la problématique, c'est pas le prix et il faut justement comprendre quelle émotion est derrière? Oui. Bah, la première question que je lui poserais, c'est qu'est-ce qu'il a envie que j'enlève? Ouais. Qu'est-ce qu'il a envie que j'enlève pour que ça corresponde à son budget? Le but du jeu, c'est de lui montrer que finalement, ce qu'il paye, c'est une qualité de service. C'est toujours trop cher. Tout ce qu'on achète est trop cher. Mais reste à savoir s'il en a besoin et comment faire. La première chose, c'est de poser des questions, de voir où est son intérêt, de lui proposer de peut-être lui offrir moins, de lui faire comprendre que je peux abaisser ma qualité de service et qu'il le paiera moins cher. Alors, d'enlever des choses ou mettre plus de délais ou en tout cas... Exactement, et c'est de monter sur Ouais. plusieurs axes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on reste sur un seul axe, on est sur du marchandage, c'est du bras de fer. Ouais. Celui qui a le rapport de force va gagner cette négo. Sinon, délai de livraison, partenariat, tout est possible après dans la négociation. Par contre, le truc à ne pas faire, c'est dire « Ok, je te mets moins 20% sans aucune contrepartie ». Ah bah oui, Ouais. là vous n'êtes pas négociateur, vous êtes rampeur. Est-ce que négocier à l'écrit et à l'oral, c'est la même chose? Non, pas du tout. C'est quoi la différence? C'est qu'on peut relire ce que tu viens de dire. Même avec l'IA aujourd'hui? Ouais, même avec l'IA. L'IA va pas remplacer les négociateurs. Hein. Elle Ouais, va mais- remplacer les dealmakers, ça j'en ai aucun doute. Les gens n'écrivent plus. Les gens n'écrivent plus. La difficulté de l'écrit, c'est qu'il reste, pour le coup, Ouais. et qu'il pourrait revenir, que les mots sont pas toujours choisis, puis qu'il manque quelque chose de formidable. Hein. C'est les émotions transmises. Je souhaite à tous ceux qui nous écoutent d'aller en négociation, de voir les gens, de faire du off, de les rencontrer même hors cadre négociation,
de prendre le temps de savoir pourquoi ils sont là, de les connaître, de façon à maîtriser leur baseline, de les appréhender un peu différemment, de sortir toujours. Si vous voyez les gens que pour une négociation, vous faites pas de la vraie relation. Or, la relation, c'est ce qui va permettre à l'autre d'abandonner des fois quelque chose pour satisfaire la relation, parce que ça compte, et qui va vous permettre d'obtenir des choses. Tu es en train de dire que finalement, c'est compliqué dans un call très froid d'obtenir quelque chose du coup à la fin. Oui, bien sûr, bien évidemment. Après, il y a des gens qui aiment. Il y a des cultures différentes aussi. Ouais. Et c'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que tu négocies de la même manière avec un Américain, un Européen, un Asiatique? C'est différent? Non, a ses cultures. sans aller jusque-là, je sais par exemple que les pays du Nord, nordiques, où les Allemands aiment beaucoup les chiffres, aiment beaucoup l'argumentaire, aiment beaucoup avoir beaucoup de preuves de chiffrer. On sait que les pays latins, comme nous, pour le coup, on est beaucoup plus dans la relation. On sait que les Américains, ils ont une propension à juste vouloir gagner la négo. Ouais. Le but du jeu pour eux, c'est de gagner. Donc la négo, elle vient juste au fait finalement de peut-être leur donner l'impression qu'ils ont gagné ce qu'ils voulaient. Ça peut être intéressant. Après, il y a plein de cultures comme ça qui sont différentes. Il faut appréhender la culture. Il faut donc connaître des gens qui sont dans cette culture, qui peuvent expliquer des choses. Comment ça se passe sur l'âge, par exemple. On sait que les Japonais sont très attentifs à ça. On ne peut pas être... si on est en avance à une réunion, chez un Japonais qui est plus âgé que nous, on attend dans la voiture. Parce que la personne la plus âgée ne peut pas être en retard. Donc, vous le laissez arriver en premier. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Donc, on voit qu'il y a plein de petits détails comme ça qui sont là-dessus. C'est comme la scène très connue justement dans l'analyse non verbale des présidents au G20. Il faut être le premier à passer la porte, le dernier à passer la porte. Et c'est pas du tout la même chose que ça veut dire dans chacun des pays en question. Voilà. Dans chaque pays, ça n'aura pas la même signification. Et donc, il faut faire attention par rapport à ça. Je suis patron, j'ai un client qui m'appelle, il est furieux, mais il est vraiment énervé. Limite, il m'insulte juste et il veut me défoncer sur les réseaux sociaux. Comment tu inverses ça et comment tu essaies d'apaiser la situation alors que le mec il crie au téléphone? Je lui dirais qu'il a raison d'être en colère. Parce que moi, si ce qui m'est arrivé est la même chose, je serais sans doute très en colère aussi. Maintenant que là, ce qu'il m'exprime, je comprends pas tout et que j'aurais besoin qu'il m'exprime ça très tranquillement, de façon à ce qu'on puisse travailler ensemble, en tout cas résoudre ensemble. C'est-à-dire que je vais essayer de l'amener plutôt à abaisser son niveau de discussion de façon à comprendre. Puis je vais pas feindre je vais pas faire la fuite. C'est ça, là, tu disais l'appétence au conflit, on retrouve ça. Les gens sont pas appétents au conflit, donc il y a soit de la fuite, soit ils mettent un rapport de force, de la tension, soit ils délèguent, c'est-à-dire que tu passes le téléphone à quelqu'un d'autre. C'est une erreur. Il faut, la colère, on l'a dit, il faut qu'elle s'exprime. Il faut lui faire exprimer. Il faut lui faire comprendre aussi que crier, ça sert à rien, que ça améliorera pas les choses. Et que tu as besoin de comprendre tous les détails. Et pour que tu aies tous les détails, il faut qu'il puisse te l'exprimer calmement. Tu as fait la plus grosse part du boulot. Ouais. Un coup qu'il est... En fait, c'est le but du jeu, c'est de dire, au départ, il est contre toi. Et ensuite, c'est de l'amener avec toi. Et pour garder son sang-froid de l'autre côté du téléphone, ou même quand tu es dans une négociation et que tu as le rythme cardiaque qui s'accélère, tu commences à transpirer et tout, tu as des techniques pour essayer de redescendre toi-même? Respirer, analyser les émotions, savoir ce que je ressens à l'amont, c'est-à-dire qu'on essaye finalement d'identifier ces émotions en amont. Ça m'a fait peur. Je sais que certains ont des sensations. Moi, j'ai cette goutte d'eau sur la colonne vertébrale. Voilà, si je suis surpris, voilà, qu'est-ce que ça crée de façon à anticiper ces émotions. Et comment Savoir ce que ça représente pour moi. Et en termes de respiration, tu as un tips? Non, j'ai pas de tips. J'essaye de me raisonner, de me calmer. Et puis aussi, je l'accepte. En fait, ça me dérange pas qu'il crie. Ouais. À partir du moment où on dit ça, déjà, ça me dérange pas. Il a raison de le faire. Je me mets à sa place. C'est-à-dire que je me mets en synchronisation un peu à sa place. C'est l'empathie. C'est-à-dire que j'imagine que moi, si j'étais à sa place, peut-être je crierais. Et tout de suite, mon cerveau comprend que ça peut arriver. Puis après, je reprends ma méthodologie de façon à arriver à quelque chose. Un conflit différent, un conflit entre associés, par exemple. Oui. Où là, c'est plus... Très dur parce que c'est dans l'émotionnel très fort. C'est très vite émotionnel, mais c'est pas d'un coup, tu te fais pas créer dessus, tu commences à sentir que ça prend une mauvaise direction et comment tu inverses la vapeur sur un truc long terme qui est plus insidieux. C'était ça le terme que je cherche.
Bah, là, il y a des émotions qui sont... Il y a de l'injustice, il y a de la jalousie, il y a de la déception, il y a du dégoût, des fois, qui arrive jusque-là. C'est-à-dire qu'on avait mis beaucoup de confiance quand on s'associe, c'est qu'on met beaucoup de confiance. Et qu'il y en a un, ou en tout cas, qui a eu une mauvaise perception. Il y en a un qui a trahi, pour le coup. Ça nous arrive souvent, hein. Pour le coup, tu me demandais quand est-ce que on vient négocier avec TTA. On arrive souvent sur des conflits d'associés où il y a une rupture d'associés et on vient négocier les parts de chacun. Le plus dur, c'est de faire accepter à notre client aussi qu'il a sa part de responsabilité. C'est comme dans un couple quand ça se sépare. Et tout n'est pas rose. Et il demande toujours beaucoup de choses parce qu'il valorise en fait l'émotion. Ok. C'est comme les ventes d'entreprises un peu familiales. Ils valorisent l'émotion parce que je l'ai créé, c'est bien normal. Mais sur le marché, elle ne vaut pas ça. Et donc, il y a une vraie discussion entre le négociateur et le chef d'entreprise là sur ce qu'il peut obtenir et sur son enjeu véritable à aller chercher. Rationnel, tu veux dire. Rationnel. Ok. Ouais. De mettre de côté tous les week-ends que j'ai perdus et ce que j'ai sacrifié, ça, le marché ne valorise pas, quoi, en gros. C'est ça que tu veux dire. Oui. Parce que derrière ça, souvent, on a « je veux qu'il souffre ». Ouais. Je veux lui faire mal. C'est pas forcément l'enjeu, ça. Je veux remonter une boîte avec quelqu'un d'autre, donc j'ai besoin d'un financement et j'ai besoin d'obtenir au moins ça pour repartir. Ça, c'est l'enjeu. Le fait qu'il souffre, bah, c'est de l'additionnel. Je peux entendre qu'il a envie qu'il souffre. On vient essayer de nous dénaturer un peu ça. Et ça fait un peu partie justement de la thématique de l'ego dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Comment tu contrôles ton ego et comment tu te dis, bon, ça, j'ai compris que c'est de l'ego, je le mets de côté et ça n'a rien à faire là. Comment tu identifies que c'est de l'ego? L'ego, c'est quand tu veux pas perdre la face. C'est quand tu te penses supérieur à la mission. Ok. L'ego, c'est exactement ça. C'est-à-dire que parce qu'il m'a dit non, parce qu'il me l'a dit sur ce ton-là, je céderai pas les 10%, les 2%. Or, ces 2%, moi, ça me faisait assurer ma boîte pendant 5 ans. Bah, ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego. J'accompagne des négociateurs là sur une société où on avait du mal un petit peu à trouver l'accord sur ces choses-là. Et je leur demande de faire un effort sur un axe particulier. Et ils me disent, mais non, Nicolas, nous, on touche pas ça, nous. La partie d'en face, je leur dis, mais ça veut dire qu'il va toucher ça. Je leur dis, mais c'est pas grave, parce que si on lui donne ça, je suis sûr que sur un autre axe, on récupère bien plus. Et c'était vrai, hein. On donnait, pour le coup, les chiffres sont... On donnait 760 € sur un axe, et on récupérait 2000 2 ans plus tard. C'est une belle négociation, hein. Et la personne me disait, non, je veux pas, parce que moi, je travaille pas à ce tarif-là. Ça, c'est de l'ego. Ça veut dire que si je lui avais posé la question différemment, si tu me donnes 760 et que je te donne 2000 2 ans après, est-ce que tu fais le deal? Elle m'aurait dit oui. Et là, c'était qu'elle voulait pas donner à cette personnage-là. Et tu as réussi quand même à lui faire inverser la Ouais, question. difficilement. Difficilement, ce jour-là, difficilement, parce que l'ego, ça tient sur pas mal de choses. Et c'est quoi qui te choque le plus, justement, quand tu es aux côtés des entrepreneurs français? Parce que justement, j'ai, après l'interrogation sur la culture française qui est un peu en retard sur la négociation par rapport aux US, et ce que tu veux justement changer avec l'accompagnement que tu fais avec les chefs d'entreprise, mais c'est quoi qui te choque le plus, ou à chaque fois que tu te dis, putain, on en est encore là, en 2026, pour ces chefs d'entreprise, pas forcément avec un rapport de supériorité, mais se dire, ah, la vache, on a vraiment du retard pour ça. Et c'est quoi ça? C'est quand le décideur est à la table des négociations. Ok. Tout le temps. Et chez les Français, tout le temps. Le fait qu'ils ne viennent pas, ça doit le gêner, il faut qu'il soit là. Le problème, c'est que si le décideur est à la table des négociations, il court à sa perte. Déjà parce qu'il y a une vérité, c'est qu'il doit décider. Un décideur est fait pour décider. C'est d'ailleurs un piège de négociateur, hein, je vous le dis. Le piège des négociateurs, c'est de faire descendre le plus rapidement possible le décideur à la table de négociation. Parce qu'il n'y a plus personne derrière après? Il est obligé de décider. Il est acculé contre le mur et il doit prendre une décision. Un négociateur, il est là pour négocier, pour frotter. La négociation, c'est les frottements, c'est la théorie des frottements. Il faut accepter le conflit, accepter de frotter. Et puis ensuite, on fera venir le décideur dans un temps pour signer, pour que tout le monde soit valorisé par rapport à ça. Mais si le décideur vient trop tôt, c'est la difficulté. Et aujourd'hui, ce que je remarque encore, c'est que souvent nos décideurs français décident seuls, négocient seuls, alors qu'ils ne devraient pas l'être. Déjà qu'ils viennent déjà au moins à 2 en négociation.
Un qui pourrait lire les émotions de l'autre, parce que quand on tient ses mandats, c'est difficile d'observer les autres. Un qui puisse être concentré sur l'observation. Et deux, que le décideur vienne pas. Quand le décideur est à la table de négociation, on mélange stratégie et tactique. La tactique, c'est pour le négociateur. La stratégie, c'est pour le décideur. Si on mélange stratégie et tactique, c'est perdu. Si le décideur est à la table de négociation, il perd sa vision stratégique, c'est normal. Et là, sur le coup, l'ego peut rentrer. Puis c'est terrible. Si tu es le décideur de l'entreprise contre qui je travaille, si tu es à la table des négociations, c'est que je suis important. Donc, je peux demander plus. Et si tu viens à deux et que tu fais good cup, bad cup, est-ce que c'est une bonne technique, ça? Oui, ça marche toujours. Ça marche toujours, ça a toujours marché, ça marchera toujours. Pourquoi ? Parce que l'être humain est ainsi fait qu'on se rattrape quelque chose. Il ne faut pas le surjouer, bien évidemment. Mais on peut avoir quelqu'un qui facilite plus la relation et quelqu'un qui est plus dur dans la discussion. Et comment t'expliques justement que on soit pas forcément très bon en négociation en France et qu'on se fasse justement embêter d'un point de vue des guerres économiques par les Américains qui maîtrisent très bien la chose et qui viennent remporter plein de marchés et plein de boîtes belles françaises avec ce genre de négociations? Ils sont structurés un peu différemment. Ok. Aujourd'hui, quand on fait l'analyse, chez nous, c'est le DRH qui fait un peu tout. Ok. Il s'occupe du recrutement, il s'occupe de la négociation, il s'occupe du social, il s'occupe un peu de plein de choses. Ouais, c'est un peu fourre-tout, quoi. C'est un peu fourre-tout. Il le fait bien, c'est pas ce que je dis. Il le fait très bien. On voit qu'aux États-Unis, ils ont des gens qui recrutent. Ils ont en fait structuré chaque méthode. Ils ont d'ailleurs ce qu'on appelle des CNO. C'est ce que je remarque, moi. Ok. C'est ce qu'on avait remarqué avec Laurent Combalmer. Les États-Unis ont des CNO, des Chief Negotiator Officers, c'est-à-dire des gens qui sont là pour aider la direction à faire de la stratégie de négociation. Ce qu'on confie des fois au DRH, chez nous en France. Là, ils ont un CNO qui vient aider le DRH. C'est une grande différence, c'est un professionnel, un expert, il a l'habitude. Et donc, finalement, il est meilleur en négociation, parce que, comme toute compétence, plus on la travaille et meilleur on est. C'est pour ça qu'on a décidé, nous, de confonder avec Laurent Combalbert une école de négociation qu'on ouvrira en 2027 qui va former les CNO de demain, Ok. les CNO français pour lutter, qui sera un master, voilà, un bac plus 5, avec un bachelor et un master dans la foulée, pour travailler la négociation. Et rien que la négociation, et bien sûr, il y aura du juridique, bien sûr, il y aura tout pour travailler et collaborer avec les DRH, mais pour faire en sorte que les jeunes, demain, puissent intégrer des équipes et qu'on puisse aussi aider les entreprises, qu'elles puissent finalement parier sur un jeune qui va les aider à amener de la stratégie. Et ça n'existait pas avant? Non, ça n'existait pas, en tout cas chez nous. Voilà, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Nous, on avait beaucoup de demandes de jeunes qui venaient nous voir en disant comment je deviens négociateur. On n'avait jamais trop réfléchi à la question. Et puis un jour, c'est venu comme une évidence. Eh bien, il faut monter une école de négociation pour que ces jeunes puissent être négociateurs sans forcément être DRH, puissent travailler dans les entreprises en équipe, puissent avoir des structures d'équipe, puissent réfléchir à la stratégie, puissent aider les décideurs à prendre les bonnes décisions. Mais finalement, est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, il faut que je me forme avec des écoles comme la tienne ou avec toi à la négociation? Ou est-ce que justement, en fait, tu l'as très bien dit, c'est pas à moi de faire ça, il faut que je prenne un négociateur externe et que je ne m'intéresse même pas à cette partie-là du business? La vérité, c'est quand même que le décideur, il doit venir à un moment donné dans la négociation. Et que tout ça, c'est une stratégie. Donc, il doit quand même être à minima formé par rapport à ça. Et pour ça, on a le protocole Hermione, nous, en formation, qu'on peut proposer aux entreprises. Passionnant. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir abordé tous ces points. C'était vraiment trop intéressant et on a vu justement tous les prismes à travers lesquels la négociation peut apporter beaucoup de choses. Et ce que je retiens vraiment de l'échange, c'est que ça apporte aux deux parties. On l'a vu avec ta fille notamment, qu'elle a réussi à t'embarquer avec elle dans cette aventure. Est-ce que tu aurais un livre, un film, une série à conseiller à ceux qui veulent aller plus loin dans la réflexion de la négociation, justement? Moi, je vous conseille le livre de la méthode Hermione, le livre de chez TTA, qui développe par ses 8 lettres, finalement, la préparation d'une négociation. Et puis ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous conseille le livre Négociator, qui est vraiment la bible des négociateurs, pour le coup, en termes de négociation. Un livre forcément facile à lire, mais plutôt un livre que chaque négociateur a sur sa table de nuit. Ok. Et ceux qui veulent rencontrer particulièrement Nicolas ou plus son travail, vous pouvez le retrouver sur thetrustagency.com et suivre un peu ce que va faire l'école si ça vous intéresse aussi de devenir négociateur en entreprise pour tout ce qu'on vient de voir dans ce podcast. Merci Nicolas, à bientôt. Merci.